Cette semaine, dans Jamais trop pas assez, on va parler des émeutes à Belfast suite à la tentative d'assassinat sur un Irlandais, une tentative d'assassinat perpétrée par un migrant soudanais qui a tenté donc de décapiter et qui a éborgné une personne handicapée en pleine rue. La scène a été filmée et tout cela a provoqué d'énormes mobilisations et de manifestations et d'émeutes à Belfast, en Irlande. Ça s'inscrit évidemment dans un contexte, on en a souvent parlé dans cette émission au Royaume-Uni, de montée de tension entre la population locale et le laxisme, on va dire, pour utiliser un mot assez faible, du gouvernement face à l'invasion migratoire en Angleterre, qui a pris des proportions assez inquiétantes. Alors, est-ce que tu peux nous recontextualiser un peu tout ça, Louis-Marie, par rapport à la situation à Belfast ? Alors, pour recontextualiser, déjà, c'est rappeler qu'il y a un an, jour pour jour, alors qu'on faisait nos débuts, on avait déjà parlé des manifestations de juin, au mois de juin, à Ballymena, qui faisait suite à une tentative de viol sur 2 fillettes par des migrants, toujours en Irlande du Nord. Et donc... là, on est sur quelque chose de relativement semblable, puisque c'est une tentative d'assassinat par un migrant somalien entré, justement, quand tu parlais de laxisme, il est entré sur le territoire suite juste à un formulaire de 10 pages qu'il a dû remplir, il n'y a pas eu d'enquête approfondie. Alors, là où c'est très particulier, c'est que c'est Belfast et c'est l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord, c'est le plus petit des 4 territoires du Royaume-Uni. Il y a l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord, qui se trouvent sur l'île d'Irlande, dont elle est séparée du deuxième État, qui est la République d'Irlande, et suite à la révolution et la guerre d'indépendance de 1920, c'est un accord qui a été trouvé entre l'Angleterre et l'Irlande, au motif que l'Irlande du Nord était un territoire qui contenait énormément de migrants, précisément de migrants protestants d'origine écossaise, qui vivaient là depuis extrêmement longtemps. Donc, depuis 1920, il y a comme ça, ces 2 communautés vivent côte à côte et l'une contre l'autre. Et Belfast, pour l'avoir visité il y a une trentaine d'années, je voyais que les commissariats étaient des forteresses, c'est-à-dire qu'il y avait du barbelé au mur, du grillage aux fenêtres et les portes étaient blindées, que les voitures de police sont des blindés de l'armée et qu'il y a encore 4 forces en action à Belfast. D'une part, les paramilitaires, que sont les groupes d'origine confessionnelle et terroristes, comme l'IRA, pour Irish Republican Army, et en face, l'UVF, l'Ulster Voluntary Force. Et au milieu, il y a la police, coucou, et il y avait, alors là, ils n'y sont plus, l'armée anglaise. D'accord. Donc il y a 4 forces militaires dans une ville. L'Irlande du Nord, c'est même pas 2 millions d'habitants. Belfast, c'est 300 000, donc une ville de cette taille-là. Et quand on visite Belfast, on peut voir que les quartiers très massivement d'une confession ou d'une autre, les maisons sont abondamment décorées de fresques qui s'appellent les murals et qui sont des fresques guerrières. C'est pas la vie du Christ, de ses saints et de la Vierge Marie. C'est en référence aux morts qu'ils ont eus, c'est en référence aux combattants qu'ils sont, donc ils affichent les couleurs sur les murals. La période, je fais une petite histoire rapide, la période dite des troubles, qui a été une guerre civile larvée entre l'IRA, l'UVF, entre les protestants et les catholiques en Irlande du Nord, a été conclue dans les années 90 par un accord. L'IRA, l'UVF ont accepté de déposer leurs armes. Et depuis, il y a une relative cohabitation. Alors, ils ont une Assemblée nationale qui permet de gérer une relative autonomie, dans laquelle chaque parti doit annoncer la couleur, dire de quel camp de quel bord il est. Alors, donc, il y a les unionistes qui sont les protestants et les républicains qui sont les catholiques. Le Sinn Féin, qui est la branche politique de l'IRA, est actuellement au pouvoir à Belfast. Enfin, en tous les cas, la maire de Belfast, la mairesse de Belfast est au Sinn Féin, est une catholique. Et deuxième et dernière chose, avant de rentrer dans le détail de ce qui s'est passé, c'est la période des parades qui commence en juin, c'est-à-dire que les protestants vont parader. D'habitude, c'est un moment très tendu. D'accord. Parce qu'ils tiennent à parader dans les quartiers catholiques. Tu fais bien de pointer que c'est une population qui n'est pas très nombreuse, insulaire, pas très nombreuse, qui a vraiment un héritage, une tradition un peu revendicatrice et un peu guerrière, et qu'ils ont surtout... Et qu'ils ont des armes. Ils ont des armes, et puis c'est pas, quand il faut se battre, ils y vont, quoi. Alors,
Alors on l'a vu l'année dernière, oui. Ouais, par rapport à... Parce que là, donc, on va passer les images, hein, enfin, on les passe à un moment où on parle, donc il y a eu de sacrées émeutes, je veux dire, depuis la tentative d'assassinat de cette personne handicapée irlandaise. Non, écossaise. Ah, il était écossais. C'est un écossais, il est écossais, et en fait, c'est une personne, on va dire, mentalement déficiente, une personne fragile qui venait d'Écosse et qui déjà fuyait un peu des brimades qu'il subissait en Écosse. D'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a provoqué donc vraiment une réaction quasi instantanée, épidermique de violences urbaines, assez ciblée sur les foyers des migrants, les maisons des familles de migrants. Il faut savoir, comme je l'ai dit en préambule, que ça s'inscrit vraiment dans des événements qui, depuis 1 an, se multiplient, en fait, que ce soit des propos gouvernementaux, des affaires d'aide aux migrants, d'expulsion de maisons de locaux pour mettre des migrants à la place, d'affaires de faits divers. On parlera des grooming gangs tout à l'heure. On en a beaucoup. Et puis l'affaire de Southampton, les 3 fillettes de Southampton. Enfin, tout récemment, Henri Novak. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait sur Henri Novak. C'était il y a 2 semaines. Et c'était quasiment pareil. Il y a eu des émeutes pour les mêmes motifs. En fait. Le vivre ensemble, en fait, toujours pareil. Et surtout le laxisme du gouvernement et des autorités. Parce que là, on va voir ce qui est intéressant en Irlande. Donc, la première ministre irlandaise, Michelle O'Neill, a tout de suite n'a pas été offusqué par la tentative d'assassinat, l'acte barbare que tout le monde a vu, parce que ça a été filmé, hein, c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Hein. Non, elle n'a pas été offusquée par ça. Elle a été offusquée sur le fait que les Irlandais soient choqués et qu'ils s'énervent. Voilà, ça l'a mis en colère. Donc, la première chose qu'elle a fait, c'est aller à l'hôpital, voir comment... je crois que c'était... Je ne sais pas si c'était pour rendre visite à la victime, je ne suis même pas sûr de ça, mais en tout cas, en sortant de l'hôpital, quelle est sa réaction ? Soutien au personnel immigré de l'hôpital. What happened on Monday night was absolutely horrific, as you have said. Everybody else who is brown or black isn't to blame for what happened on Monday night. And I think what we saw on Tuesday night and last night is pure racism. Pure racism, and we have no tolerance for racism. Donc son propos, c'est: je me précipite auprès du personnel hospitalier d'origine immigrée qui est apeuré, qui a peur des événements, je rapporte tout mon soutien, tout mon réconfort. Ces actes sont odieux. Elle parle de la réaction des Irlandais, hein, pas du meurtre, enfin de la tentative de meurtre de l'Écossais. Et surtout, pas un mot pour la victime, pas un mot. Elle n'en parle pas. Alors, elle est inquiète en fait de la réaction populaire. Et on a déjà c'est merde. C'est quand même dingue. Moi, je voulais me demander comment elle a été élue en fait. Je comprends pas en fait. Le peu qu'on a eu comme retour dans les médias officiels en France, c'est l'extrême droite. La réaction, elle était comme ça directe en Angleterre. Hein. C'est comme ça qu'ils sont traités. C'est une manif de l'extrême droite. C'est une réaction d'extrême droite. C'est de la récupération d'extrême droite. On va le répéter. Effectivement, ça peut être récupéré par l'extrême droite, mais j'ai envie de dire. C'est normal, je veux dire, vu qu'il n'y a aucune réaction dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, puisqu'il n'y a pas d'action politique pour empêcher ça. Donc évidemment, l'extrême droite, elle se baisse pour ramasser quelque chose, pour ramasser le mouvement. Mais le mouvement, l'énervement, il est massif, il est populaire, il déborde bien la politique de droite ou de gauche. Ce sont les gens, les citoyens. Il y a même des immigrés qui sont offusqués par ce qui arrive. Mais en rentrant un peu plus, en creusant un peu le sujet, il s'avère que c'est un peu plus particulier que ça, parce que c'est vraiment la particularité et la situation nord-irlandaise qui intervient. Les manifestations, alors d'abord, le crime a eu lieu dans un quartier majoritairement catholique. Les catholiques n'ont pas bougé. Dans les manifestations, c'est des protestants. Beaucoup. Ouais. Il s'avère que suite aux accords du Vendredi Saint qui ont été signés dans les années 90, qui a mis fin aux troubles, depuis ce genre-là, en fait, la solution de reconquête de l'Irlande du Nord qu'ont adopté les catholiques, tu as vu le film de Monty Python, The Meaning of Life, où on voit 2 familles qui vivent côte à côte, enfin face à face dans une rue, et une famille protestante et une famille catholique, et la famille protestante dit les catholiques, la catholique, elle accouche alors qu'elle est en train de faire la vaisselle. Ouais, ils ont 40 enfants. Ouais, ils ont 40 enfants et dit à chaque fois qu'ils baisent, ils font un enfant. Et le mari de la protestante dit nous aussi, chérie, on en a 2. Tout ça pour dire qu'en fait, la stratégie, si tu veux, beaucoup plus officielle de reconquête de l'Irlande du Nord par le catholicisme est aujourd'hui démographique. Les catholiques font plus d'enfants que les protestants. Donc, ils sont en train de reconquérir l'Irlande par la population. Les plus laissés pour compte de l'économie en Irlande du Nord sont les protestants. Et dans les manifestations, en fait, on voit des jeunes protestants énormément, qui sont très désœuvrés. On pourrait, si on devait comparer, vas-y. toute proportion étant gardée avec la France, c'est les émeutes de l'après-Naël.
Oui, mais alors, les émeutes d'après Naël, c'était des émeutes identitaires, hein, c'était pas du tout sur des critères sociaux. En plus, là, protestants, on est un peu dans l'identitaire quand même, mais je veux dire, si on devait analyser avec une grille de lecture de gauche honnête, on parlerait des émeutes de Naël, plus, et non pas l'extrême droite. Sauf que, voilà, le Somalien étant émigré... Voilà, non, mais c'est systématique. On est voit sur quelque chose le traitement, ce serait une fois, mais en fait, ça se répète quasiment de semaine en semaine maintenant. Ça fait 1 an qu'on suit ce qui se passe en Angleterre et en Irlande. Il y a un climat qui se réitère, là, mois après mois, dans tout le Royaume-Uni. Qui est un peu le même climat qu'on a en France, on va dire, mais à un degré d'avancée, défiance anti-immigrés, enfin en tout cas sur les conséquences de l'immigration incontrôlée, plus que anti-immigrés, on va dire, hein, parce que, comme je le répète, hein, dans les manifestations qu'il y a eu, les Raise the Colours, les manifestations anglaises qu'il y a eu cet été, il y avait des immigrés qui manifestaient contre d'autres immigrés. Il faut le rappeler, hein, comment la société anglaise est multiculturelle depuis encore plus longtemps que nous. Enfin, il y a vraiment il y a beaucoup d'Indiens, de Pakistanais qui sont là depuis vraiment un nombre qui sont parfois plus anglais que les Anglais eux-mêmes, hein, je veux dire, en termes de transmission des traditions et tout. Et de toute façon, on regarde, parlons un peu culture, il y a énormément, il y a Joula comme Beckham qui met en scène une famille pakistanaise. C'est un film qui a 20 ans. Ouais, facile, ouais. Tu vois, c'est... Alors... Pour revenir sur l'émigration et l'Irlande du Nord, en fait, l'Irlande du Nord est certainement le territoire où l'émigration est la plus faible. Ouais. Il y a très très peu de migrants, les statistiques sont nettes, hein, il n'y a pas énormément de migrants en Irlande du Nord, mais l'émigration est surreprésentée dans les personnes arrêtées par la police. Alors, on met en avant ça. Petit arnaque statistique, 92% des personnes arrêtées en Irlande du Nord en 2024-2025 étaient blanches, ce qui veut dire que 8% ne l'étaient pas. Mais pour une immigration qui est de 3,4%, c'est donc une surreprésentation. Voilà. Donc, elle a l'air gentille, cette dame dont tu parlais, mais je crois qu'elle-même ne saisit pas là où elle vit. Oui, mais moi, en fait, ce que je te dis, quand je vois ces réactions, j'ai vu cette réaction-là, j'en ai vu d'autres. Hein, j'ai même la maire de Belfast aussi, c'est aussi une femme. Oui, du Sinn Féin aussi. Je dis, mais c'est pas possible, comment ces gens-là ont été élus, en fait. Ils sont complètement chez Disneyland, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible. Tu vois les gens qui réagissent dans la rue et tu vois les propos des politiques, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas ces gens-là qui ont voté pour elle, quoi. La question qu'on pourrait se poser sur que vont faire les catholiques dans les mois à venir. Parce que là, effectivement, c'est les protestants qui ont manifesté, les émeutiers sont protestants. Le Sinn Féin, donc le maire de Belfast est élu du Sinn Féin, qui est la branche politique de l'IRA, qui représente plutôt les catholiques et qui est plutôt considérée comme de gauche et qui a opéré un virage centriste, centre-gauche, hein, donc progressiste, inclusif et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Sauf qu'il y a quand même des durs en Irlande du Nord chez les catholiques. Hein. Je te dis, l'IRA n'est pas exactement un club de football. Donc que vont faire les catholiques si, un jour, ce type d'événement tombe sur un catholique? Là, c'était déjà dans le quartier catholique. C'était, encore une fois, je te le dis, un Écossais plutôt protestant. Mais qu'est-ce qui se passe si un jour ça tombe sur un catholique? Cette année qu'on a passé à documenter ce qui se passe au Royaume-Uni, ces événements sont-ils annonciateurs de ce qui pourrait se passer en France, à savoir une sorte de printemps des peuples européens? Enfin, ce que moi je vois, c'est que les peuples, donc là les protestants d'Irlande du Nord et peut-être les catholiques, mais aussi les Anglais, et on va parler, et les Écossais, s'activent en dehors de tout ce que les médias voudraient qu'ils ne fassent pas. Il y a le narratif, il y a clairement un narratif, donc c'est pour ça que je vais revenir sur les médias une dernière fois, puis on passera sur le rapport Lowe après. Il y a vraiment eu un narratif en Angleterre, bon, on a l'habitude en Angleterre, hein, maintenant, l'info elle est quasiment verrouillée en Angleterre, c'est-à-dire que tout de suite, c'est l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on parle même plus du crime, on parle même plus de la victime, on parle de plus rien, c'est l'extrême droite, le fascisme aux portes du pouvoir. En France, c'est quasi pareil. J'ai fait un petit survol de la presse qui relatait ces événements. On a commencé par un crime sans préciser. Je veux dire, une fois de plus, on ne va pas réduire les gens à leur couleur de peau ou à leur origine. Simplement, je note que quand c'est quelqu'un qui est de la bonne, soit qu'il est de telle ou telle couleur et de tel ou tel pays, on en parle ou on n'en parle pas. Voilà, c'est que je souligne, c'est étrange. Soit on en parle pour personne, soit on en parle pour tout le monde. Voilà, c'est ce que je souligne. Et tout de suite, quand les émeutes sont parties, là, je me souviens des vidéos du Monde avec la musique angoissante, la vidéo du Figaro pareil, et quel que soit le média, hein, le œuf, Brut, quasiment tous les médias ont traité quasiment avec les mêmes mots, les mêmes éléments de langage. C'est fascinant, les émeutes d'extrême droite.
Alors que, comme je le dis, c'est en partie ça, mais le problème est bien plus vaste que la seule récupération. Et ce que ça montre aussi, ce décalage entre le narratif officiel et repris par les médias mainstream et les faits que nous on relate, c'est la puissance des réseaux sociaux dont on voit bien qu'ils veulent tous les interdire au plus vite. Alors, on y vient. Qu'est-ce que a trouvé Keir Starmer à dire par rapport à ce drame? I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16. Donc Keir Starmer qui interdit les réseaux sociaux. Voilà, c'était c'est après la faute de l'extrême droite, c'est la faute des réseaux sociaux si l'homme s'est fait à moitié décapiter dans la rue. Et donc, Macron a enchaîné. Macron de surenchérir. Voilà, surenchérir. Lui, il voudrait qu'on y arrive avant les élections. Tout ceci, voilà. Savoir qu'on l'a dit, on le répète, protéger les enfants en interdisant les réseaux sociaux à moins de 16 ans, c'est une façon de ficher l'expression de tous les autres. Et ça ne protégera pas plus les enfants, parce que si tu veux vraiment protéger les enfants... le périscolaire. Il y a l'affaire du périscolaire où ils n'ont absolument pas été protégés, et en Angleterre, il y a l'affaire des grooming gangs. Donc là, on va parler du rapport Robert Law. Le grooming gang, c'est des viols massifs d'enfants par une filière d'immigration indo-pakistanaise. Alors, on va prendre le sujet... on va en parler, parce que l'info est tombée ces jours-ci, est tombée quasiment en parallèle. Et on va contextualiser. Mais il y a eu... Donc, on vous a parlé de l'affaire des grooming gangs, qui est un peu qui sous-tend un peu tout ça. C'était un peu le point de départ. Hein. C'est une affaire de trafic d'enfants et de proxénétisme. Sévices, proxénétisme. Et qui a été dissimulé pendant des années. Voilà. Qui a été dissimulé pendant des années par les magistrats qui ont été en charge du dossier, dont un certain Keir Starmer. Je te laisse la parole, Louis-Marie. Donc, le scandale des grooming gangs, c'est quelque chose qui remonte au début des années 90 et qui aurait eu lieu de 1990 à 2010. Viol, torture, proxénétisme, pratiques sexuelles imposées, sur des jeunes femmes majoritairement, si ce n'est dans la totalité, blanches et surtout issues de couches très très modestes. Donc en général des jeunes femmes un peu perdues. Et c'est le fait d'une importante de gang issus de la communauté indo-pakistanaise. Alors, ces affaires ont été minimisées, masquées par les services sociaux, par la police. On a vu que ça est arrivé dans les villes de Telford, Rochdale, Rotherham, Newcastle, Oxford. Et alors, donc, Rupert Law, qui est quelqu'un, on va dire, de pas très recommandable pour la presse mainstream, parce que on pourrait le qualifier de... Il est de Restore Britain, ça a débuté de Restore Britain. Voilà. Donc il a créé Restore Britain suite à son départ de Reform UK, de Nigel Farage, avec qui ils sont engueulés très fort. C'est un peu l'équivalent d'un Zemmour, quoi, en fait. Voilà, c'est un peu un Zemmour face à un Le Pen, à une Le Pen. Voilà, c'est un peu ça. Et il est député. Il a voulu ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur les grooming gangs. On le lui a refusé, donc il a décidé de se la faire financer par une souscription où il a recueilli 600 000 livres. Ouais. Oui, ça permet de faire quelque chose de sérieux. Ça permet de faire quelque chose de sérieux. Alors, effectivement, il n'a pas pu la mener en tant que député et donc de bénéficier du droit qui soutient, un petit peu comme Charles Aloncle, qui dit « Vous êtes face à une commission d'enquête parlementaire, vous avez juré de dire la vérité ». Ça, il ne pouvait pas. Donc... On va vous renvoyer à l'émission de Madame Alain qui a lu le rapport, mais juste pour vous dire que, le lien là, voilà, que Rupert Law est quelqu'un qui politiquement est très marqué. Alors, moi, on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a des témoignages qui sont assez sordides d'enfants. Qui sont édifiants. Voilà, qui sont édifiants. On ne peut pas les lire à l'antenne. En gros, des réseaux qui repèrent des adolescentes vulnérables, souvent issus de familles pauvres monoparentales. C'est toujours le même des adultes via des textes qui repèrent des filles devant les écoles et les foyers, les isolent, les drogues, les collectivement dans des appartements, des hôtels, des entrepôts ou des voitures. Les victimes sont ensuite partagées entre frères, cousins, amis ou clients payants, transportées d'une ville à l'autre. Les agresseurs utilisent la violence physique, coups, brûlures de cigarettes, chantage par vidéo filmé pendant les viols.
et il les Et la drogue. drogue. Et la drogue, Voilà. il les drogue également. Il les rend dépendants. Et il les traite de white slag, salope blanche, ou de couffard, mécréante. Les agresseurs établissent une distinction claire entre les filles de leur communauté qu'ils considèrent comme devant rester pures pour le mariage et les filles blanches non musulmanes perçues comme disponibles et dépourvues d'honneur. Le rapport de Rupert Lowe est tombé, donc il est en train évidemment de briser le narratif officiel qui était que il s'était rien passé, ou pas loin. Enfin, là, on en est loin. On en est loin de dire qu'il s'est rien passé. Hein. Ça a été tellement énorme. Oui, c'est ça. C'est qu'on ne peut plus le cacher. Là. On peut plus le cacher. Et même sur Wikipédia, qui est très orienté, tu vois qu'on a les villes de Rotherham, Rochdale, Telford, Oxford, Huddersfield, Newcastle, Derby et Bristol. Donc ça va continuer en fait, parce qu'on voit que l'atonie gouvernementale et même là contre la réaction qui est la réaction, c'est la faute donc à l'extrême droite et aux réseaux sociaux. C'est-à-dire c'est vraiment tout prend feu, mais c'est la faute des gens qui montrent l'incendie en fait en gros. C'est ça. Et les réseaux sociaux qu'on va s'empresser d'interdire à défaut de pouvoir interdire l'extrême droite. La question auquel on n'a pas répondu, si on a avorté le débat, on est passé sur autre chose. Sur est-ce que ça peut s'étendre à la France ce genre de situation, puisque à savoir j'avoue que très honnêtement je suis bien en peine de pouvoir répondre à cette question. C'est vrai que l'apathie française est très étonnante. Et qu'en même temps, l'Angleterre, qui était pourtant très apathique, et qui l'est quoique encore pas mal, donc est-ce que c'est un printemps des peuples européens ? On voit que dans chaque pays, ça part avec des spécificités, parce qu'on voit qu'en en Espagne, ça a bougé, en Hollande, ça bouge. Ce qui est très étonnant, c'est que ça communique très très peu dans les médias européens d'un pays à l'autre. Il faut que ça passe toujours par finalement l'interface américaine pour qu'on ait les infos. Il faut que ça passe en gros par X. C'est pour ça qu'ils veulent supprimer X. C'est pour ça qu'ils s'en prennent à Elon Musk. Ouais, parce qu'en fait, c'est lui qui fait le lien, c'est pas lui personnellement, en fait, mais c'est ce réseau-là qui permet de faire circuler l'information, parce que sinon, en fait, on ne serait pas au courant. Tout simplement parce qu'ils ne communiquent pas là-dessus. Et quand ils sont forcés de communiquer, ils le réduisent à c'est les méchants fascistes. Voilà, en gros. Hein, c'est ça. Parce que, effectivement, en Hollande, c'était les agriculteurs, tout comme en France. On a vu en Espagne, là, c'est la lutte contre la corruption de Pedro Sanchez, qui n'est pas élu. Et on voit aussi qu'on a à la tête de ces pays des dirigeants minoritaires, délégitimés, voire non élus. Oui, tout à fait. C'est le point commun de tous ces pays. Et en France, c'est particulier parce que je pense qu'on a une couche on a été vraiment conditionné. On a nos cerveaux lavés. Je pense que même si on pense, on est excédé, on en a ras-le-bol, on veut dénoncer les situations, les excès de l'immigration, que ce soit dans les attributions de logement, que ce soit dans les situations. Essentiellement, pour moi, ce qui me choque plutôt, c'est le non-respect du civisme et la violence, tout simplement. Puis là aussi, la désagrégation, on va dire, du fonctionnement même de la France pour diverses raisons, d'ailleurs, qui sont la mauvaise maîtrise de la langue, entre autres. De toute façon, on avait parlé pour l'affaire Liana aussi que la question des priorités données à la justice et à la police, ça n'est pas de gérer l'affaire Liana. En fait, c'est multifactoriel cette histoire d'immigration, mais le gros problème n'est pas vraiment il y a un problème majeur, c'est qu'en fait, on a une certaine catégorie d'immigrés, on n'a pas les meilleurs, ceux qui arrivent en tout cas maintenant. On a souvent des gens qui viennent de pays à problème, en guerre, on sait même pas, des fois ils n'ont pas de papier, ils ont souvent pas de papier, d'ailleurs on ne sait pas leur background judiciaire, souvent c'est des gens qui se doivent fuir parce que c'est les pires crapules de la terre. On a beaucoup d'hommes, c'est un vrai problème aussi, c'est-à-dire que c'est une immigration essentiellement masculine. Il y a un ensemble de facteurs et tout ça. Tu te souviens quand sous Nicolas Sarkozy, il avait parlé d'immigration choisie, le tollé que ça avait suscité. Alors que c'était très clairement, vraiment, là c'est pas du racisme ou de l'intolérance ou tout ça, non, quand tu fais venir des gens chez toi, il y a un minimum de critères, quoi. Je veux dire, diplôme, expression, maîtrise de la langue, casier judiciaire, éventuellement fonds financiers. Est-ce que tu peux survivre sur place, tu vois moi, je connais un peu les processus d'immigration pour avoir moi-même immigré dans un autre pays. J'ai passé du temps à la préfecture aussi. Je veux dire, moi, on me faisait faire on m'a piqué, moi qui suis contre les piqûres, je veux dire, là, on m'a bien piqué dans tous les sens pour vérifier que j'avais pas toutes les maladies qu'il fallait pas. Je veux dire, donc là, je pense que les mecs qui rentrent, ils arrivent avec, là, c'est open bar. C'est ça qu'on dénonce. On n'est pas contre les étrangers en général ou quoi. On est contre les conséquences d'une non-régulation, d'un désordre total et d'un laxisme en fait à tout domaine, et dans l'éducation, dans la justice, dans le monde du travail d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que ça sert bien beaucoup de secteurs. Le patronat aime bien. Va faire un tour sur les chantiers à Paris, tu vas comprendre. Va faire un tour dans les cuisines. Des restos à Paris, le Pokéball à 15 balles, c'est parce qu'il y a des sans-papiers derrière. Et sur les chantiers, les mecs, ils n'ont même plus de casque. C'est ça qu'on dénonce. Si tu appliques ce même laxisme dans le traitement policier et judiciaire, surtout le traitement judiciaire,
Bah ouais, faut pas s'étonner qu'il y ait de plus en plus d'affaires comme à Belfast qui arrivent. Et que effectivement ce soit récupéré par l'extrême droite, puisque finalement ils auront beau jeu de le récupérer, on leur donne. Le sujet n'est pas pris en main par personne. On leur offre. Voilà, on leur donne. On abandonne, la gauche abandonne des pans de ce qui a été son identité, la République. Dans les années 80, c'est le PCF qui faisait détruire un foyer Sonacotra à coup de bulldozer. Ouais, non, c'est pour dire comment, voilà, ce qui s'est donc passé. Voilà, je ne sais pas ce qui se passera en France. Je sais qu'il y a une couche de moraline en France qui empêche, qui bloque les gens de s'exprimer. Par contre, je sais qu'en France, quand on retient, puis un jour on lâche et on va beaucoup plus loin que les autres. C'est tout ce que je sais par rapport à la France. Donc on va sûrement se taire, on va sûrement être les derniers à réagir par rapport à tout ça, mais on va peut-être être les plus violents à réagir. C'est possible que on ne sait pas, mais en tous les cas. En plus, on va rentrer à partir de septembre, ça va être la campagne. Enfin, ça va être, il va y avoir des choses très, 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 très. Parce que c'est le syndrome de l'escalator en panne. Vas-y, c'est quoi le syndrome de l'escalator en panne ? Le syndrome de l'escalator en panne, c'est tu arrives dans un pays, tu connais pas, tu descends de l'avion et boum, tu tombes sur un escalator en panne. Et ça dit tout du pays, quoi. Ouais, c'est la France. Voilà. La France, on arrête préventivement les trains parce qu'il fait chaud, parce qu'on a peur qu'ils tombent en panne. Voilà, et quand tu prends le bus, il s'arrête, il dit « Excusez-moi, je suis en panne ». Voilà, moi, ça m'est arrivé 2 fois ce mois-ci. Voilà. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des petites réactions sur le chat TikTok de l'émission ? Les gens parlent entre eux. Voilà. On nous parle, je sais pas, ça parle. Alors ça parle de tournante, c'est un petit peu animé là, entre 2, 3. Écoute, je te propose, on parlait de législation, de concertation des réactions européennes. Il s'est passé un petit événement là au Parlement européen. On en avait parlé dans les bonnes nouvelles il y a quelques semaines. Il y avait une proposition de loi sur la facilitation des conditions de renvoi chez eux des clandestins, des immigrés clandestins. Cette loi a finalement été validée au Parlement européen. Alors, je vais vous passer une vidéo de Sarah Knafo. Je suis désolé, je ne veux pas prendre parti, mais c'est elle qui a le mieux filmé l'histoire. Je dois avouer que ça n'a pas été aussi bien filmé par les autres. Donc, c'est au Parlement européen, c'est hier, je crois, ou avant-hier. Donc, la loi pour faciliter leur rémigration, on va dire, enfin, faciliter reconduite aux frontières des clandestins a été votée. Et il s'est passé ça au Parlement. On écoute. Send them back, ça veut dire renvoyer-les chez eux. Alors, tout de suite, réaction outrée de Manon Aubry. Ah, mais ça y est, c'est le fascisme, c'est horrible, c'est impossible, c'est trop méchant nazi. Dit-elle après avoir fait la bise à Ursula. Ouais, après avoir fait claquer 4 bises à Ursula. On va tout de suite mettre les choses au point. C'est ce service minimum que pouvait faire le Parlement européen par rapport à la question. Elle propose, en fait, cette loi, des outils de facilitation à faire appliquer la loi. Mais la loi de conduite aux frontières n'est pas elle-même pas appliquée. Donc en fait, c'est une boîte à outils qui est mise à disposition des pays, mais les pays sont libres de ne pas l'utiliser, en fait. Voilà, c'est en gros ça. Donc ça s'appelle le fascisme pour Manon Aubry, mais bon, j'ai envie que tu repeins ton mur en vert, c'est du fascisme aussi, ou en bleu. Non, pas le vert. Pas le vert. Voilà, le vert, c'est la bonne couleur. Et si vous aimez cette émission, je vous invite à la partager. Vous êtes nos seuls ambassadeurs, donc on compte sur vous pour partager cette émission. Si vous voulez aller un peu plus loin et nous soutenir dans notre démarche pour produire cette émission de façon plus professionnelle et à passer un vrai live, c'est notre but secret à Louis-Marie et à moi, il faut nous aider sur le Tipeee car on a besoin de payer les logiciels, on a besoin d'acheter une nouvelle caméra, on a besoin d'un petit coup de pouce sur le Tipeee. Si vous ne pouvez pas, eh bien c'est simple, vous avez un geste qui nous aidera énormément et ce geste c'est... Partage-la donc sur les réseaux. Partage cette vidéo. Partage